C'est horrible. Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler encore une fois de deux films et on va revenir sur le Dain, mais aussi sur Tolkien. Et on va parler dans un premier temps du Dain et je vous l'expliquerai après, mais j'ai l'impression de prendre un petit coup de vieux sur la chaîne. Le Dain est le nouveau film de Quentin Dupieux et met en scène Jean Dujardin et Adèle Haenel. Nous allons suivre Georges et son blouson, 100% en Dain, et qui vont avoir un projet, celui de réaliser un film ensemble et d'éradiquer tous les autres blousons du monde. Alors oui, j'ai l'impression de prendre un petit coup de vieux sur la chaîne parce que c'est la première fois qu'on va parler d'un film d'un réalisateur une deuxième fois. Parce que bon, pour la plupart d'entre vous, vous n'étiez pas forcément là lorsqu'on a parlé l'année dernière d'Au Poste. Mais voilà, déjà un an plus tard, on se retrouve aujourd'hui à parler de Quentin Dupieux. Et c'est pas fini parce que son prochain film sort déjà l'année prochaine. Donc voilà, si vous ne connaissez pas Quentin Dupieux, ce qu'il faut savoir surtout, c'est que c'est un autodidacte. C'est un des rares mecs, un des rares auteurs en tout cas, mais dans le cinéma français, qui va gérer à la fois la réalisation de son film, le scénario, la photographie, les compositions des musiques, etc. Enfin, voilà, le mec fait tout. Et ça lui permet en tout cas de 1, d'être l'un des plus gros auteurs français, mais ça lui permet aussi d'avoir une liberté créative quasi infinie, parce que c'est lui qui fait tout. Et aujourd'hui, Dupieux, il se focalise de plus en plus sur le fait de faire des films, vous savez, d'1h15. Le Dain fait 1h15, l'année dernière, Au Poste faisait aussi 1h15. Réalité était un peu plus long, mais en termes d'ambition, c'est normal, c'était aussi un film qui était plus fort. Mais du coup, Réalité, en termes de créativité et d'ambition, c'était un petit peu l'apogée de sa carrière, en tout cas jusqu'à aujourd'hui. Et maintenant, Dupieux, c'est un auteur qui est là pour nous livrer des films d'1h15. Et c'est plutôt bien parce que Dupieux, il a un univers, et c'est pas forcément un univers dans lequel tu peux t'immerger pendant 2 heures. Enfin voilà, vous avez compris, mais 2 heures de Dupieux, ça peut paraître long pour beaucoup de personnes. Et du coup, le Dain, qu'est-ce que c'est? Et premièrement, c'est un film qui est très minimaliste, que ce soit en termes de diversité de plans, que ce soit même en termes de nombre de plans tout court. C'est un film, et je pense que si vous êtes beaucoup à vouloir faire du cinéma ou des courts-métrages, le Dain, c'est un métrage où tu peux te dire en le regardant que tout le monde peut le faire. C'est pas un film à gros budget, c'est pas un film où il va y avoir énormément de décors. Et c'est pas un film qui est mauvais, loin de là, c'est même un plutôt bon film. En fait, c'est ça, et on va le détailler un peu plus, mais c'est un plutôt bon film, mais un très bon Quentin Dupieux. C'est une histoire et un univers dans lequel Jean Dujardin s'intègre très bien. Ça fonctionne très bien, et ses répliques sont très majoritairement, elles sont toutes très drôles. Ce qui est assez fort, c'est qu'avec ce tout petit laps de temps, parce que ça reste quand même un film assez court, et avec ce tout petit laps de temps, Jean Dujardin arrive à te faire passer, mais tu sais, par des émotions différentes. Au début, t'as un petit peu d'empathie pour ce mec qui a l'impression d'être un petit peu seul dans sa vie. Puis ensuite, tu vas voir qu'il y a quelque chose qui cloche et que tu vas voir que le mec a un pet au casque. Et encore une fois, ce truc assez drôle et qu'on avait déjà aussi dans Au Poste avec Marc Fraise, on va retrouver un tic de langage, et dans Au Poste, c'était le c'est pour ça. C'est mon père, c'est pour ça. C'est mon mari, c'est pour ça. Ça doit être les sushis de ce midi, c'est pour ça. Je suis fatigué, c'est pour ça. C'est pour ça. Et là, dans le Dain, ça va être putain style de malade. Et encore une fois, ça marche très bien, ça donne des situations qui sont tout le temps totalement décalé, totalement en accord avec l'univers de Dupieux, avec ce personnage aussi, visiblement, j'étais à l'avant-première du film, et il y a l'équipe du film qui était là, et tu le vois bien, ce cher monsieur, il est pas totalement avec nous. On va retrouver aussi à l'image pas mal de couleurs qu'on pouvait déjà retrouver dans Au Poste. Donc là, je parle de toute cette palette beige-marron, qu'on va aussi retrouver dans le Dain, et principalement dans la chambre d'hôtel de Georges, qui pareil, on va retrouver ce papier peint qui est beige. On a aussi tous ces objets qui font très vieillot. Et assez étonnamment, le film n'est pas totalement une comédie. À vrai dire, je m'attendais à ce que ce soit un petit peu plus comique, en tout cas sur l'intégralité de la durée du film. Mais petit à petit, on va se diriger plutôt vers le style horreur épouvante. Et encore une fois, je m'y attendais pas. On va avoir des morts violentes, des morts aussi qui sont violemment drôles. On suit ce personnage de Georges qui a dépensé toute sa thune au risque de finir à la rue pour s'acheter ce blouson. C'est un personnage qui a besoin d'attention, qui a besoin qu'on lui porte de l'attention. Et du coup, dans les scènes où il va se retrouver tout seul dans sa chambre d'hôtel, et qu'est-ce qui va lui arriver? Et il va se mettre à parler à son blouson, et Dupieux fait même en sorte que le blouson soit un personnage à part entière du film. On va avoir des conversations, et même si oui, c'est Jean Dujardin qui fait aussi la voix du blouson, on va avoir des conversations presque entre ces deux personnages, des conversations en chant contre chant. C'est assez flippant, mais lorsque le plan vise le blouson et que t'entends la voix de Jean Dujardin qui parle avec un style un peu plus grave pour simuler la voix de ce vêtement, et c'est quand même très drôle. C'est un humour
humour qui est très particulier, c'est l'humour de l'auteur. Ça marchera certainement pas avec tout le monde, mais en tout cas avec moi, et bah ça marche plutôt pas mal. Tu sais pas trop après tout pourquoi est-ce que Jean Dujardin a cet amour et cette passion pour le daim, et à vrai dire tu t'en fous un petit peu aussi parce que le film repose, comme tous les films de Dupieux la grande majorité du temps, sur du non-sens. C'était vraiment là pour te prendre le délire de l'auteur dans la gueule, et ça donne ce résultat, et donc oui, faut pas trop aller chercher de logique. Le personnage de Dujardin fait aussi souvent écho à la personnalité du réalisateur. Il va se lancer dans la réalisation d'un film avec un caméscope, donc avec très peu de moyens, comme le fait Dupieux. Il va totalement tomber amoureux du daim et de ce manteau qui est, à vrai dire, très moche. C'est pas un manteau qui va plaire à tout le monde, et c'est comme Dupieux, il va pas faire des choses qui vont plaire aussi à tout le monde. Le public de ces films est quand même vachement réduit. On a aussi ce dialogue entre Dujardin et Adèle, justement, qui lui demande, alors que lui il est en train de réaliser son petit film avec son caméscope, elle lui demande, mais en fait, c'est quoi votre film? Et c'est aussi ce que le spectateur est en train de se demander. Ce à quoi Dujardin va lui répondre, il me semble que c'était ça, mais si c'est ce que vous pensez, et c'est bien ça. Et à ce moment-là, bien sûr, t'as l'impression que Dupieux est en train de nous parler. C'est un film qui est au final très personnel pour son auteur. Et c'est aussi un métrage qui se déroule dans un univers réaliste, et c'est assez rare pour Dupieux, qui a souvent l'habitude de créer, vous savez, des univers, de créer des personnages qui ne pourraient pas forcément exister dans la vie réelle. Il le dit lui-même en interview, mais généralement, ces univers, c'est un peu zinzinland. Et là, du coup, dans Le Daim, c'est pas le cas parce que c'est un univers qu'on connaît, c'est chez nous, et avec des personnages qu'on pourrait rencontrer dans la vie de tous les jours. Et sinon, aussi un truc assez drôle et qui nous montre aussi que Dupieux s'en fout un petit peu. On va avoir à un moment une scène vers la fin du film où on va avoir un cut, et entre les deux cuts, la pluie a commencé à tomber. Donc oui, ils ont dû un petit peu être emmerdés, mais il y a un moment dans le film où la pluie a commencé à tomber pendant qu'ils étaient en train de tourner une scène. Et quand vous restez jusqu'à la fin du générique, qu'est-ce que vous allez retrouver dans les remerciements? Et vous allez avoir remerciement, la pluie. Et donc voilà, ça résume un petit peu le truc. C'est du Dupieux, faut prendre ça avec beaucoup de légèreté. C'est son délire. Si vous avez aimé ses précédents films, ça ira. Si ça n'a jamais été le cas, encore une fois, ce film ne sera pas fait pour vous. Et personnellement, j'ai plutôt bien aimé le film, mais j'ai quand même préféré Au Poste. On passe maintenant à Tolkien. Nous allons suivre Nicolas Soult dans ce biopic où il interprète tout naturellement Tolkien. Le film revient sur la genèse de ses inspirations qui l'amèneront à l'écriture d'une des plus grandes séries de romans de l'histoire autour de la Terre du Milieu. Et mon dieu, que c'était chiant. Alors ce qui est bizarre déjà dans un premier temps, mais c'est au niveau du concept du film lui-même. Quand tu me dis que tu vas faire un film sur Tolkien, j'ai envie de voir, tu sais vraiment, mais la création du Seigneur des Anneaux, la création du Hobbit. Et en soi là, c'est pas vraiment le cas, c'est le cas dans la dernière partie du film, mais sinon on va pas se mentir, tout le reste, on s'en fout un petit peu. On va se taper plein de flashbacks au début du film, des flashbacks du coup qui vont nous ramener à son enfance, mais vraiment en voyant Tolkien, mais très petit. On a Nicolas Soult qui est à la guerre, et donc oui, à ce moment-là, tu comprends que la guerre faisait partie de ses inspirations, mais sinon, sur ces 30 premières minutes, on va passer 20 à 25 minutes vraiment sur l'enfance de Tolkien, et il se passe genre pas grand-chose. Et c'est un peu embêtant à dire, mais ça va être le cas, ça va être comme ça pendant tout le film, et je pense que quand tu vas voir un biopic, l'une des choses qu'on apprécie le plus, c'est de sortir de la salle avec des connaissances en plus, que ce soit sur l'histoire, que ce soit sur les personnages, etc. Et en fait, pour ce Tolkien, ce qui fait que je me suis vraiment beaucoup emmerdé, et je pense que vous allez être beaucoup dans ce cas-là, ce qui m'a vraiment emmerdé, c'est que j'ai pas l'impression d'avoir appris des choses, et qu'en plus de ça, et là je vais être un petit peu plus capricieux, mais je pense que vous allez être grosso modo comme moi, on nous a pas servi ce qu'on avait envie de voir. Pour être plus clair, le dernier plan du film, je pense que j'aurais aimé qu'il arrive à la 30e minute, et qu'ensuite on puisse suivre la création du Hobbit, la création de cet univers, et suivre aussi, pourquoi pas, ses premiers succès. Quel a été l'impact de l'œuvre sur le monde? C'est quand même dommage de faire un biopic sur Tolkien, qui est l'un des plus gros auteurs de fantasy de l'histoire, sans vraiment le voir à l'image. Et en vrai, je sais absolument pas à qui ce film est destiné, et à qui même, il va parler, parce que si vous êtes fan du Seigneur des Anneaux, vous allez pas avoir grand chose à manger. On va voir durant certaines scènes comment le réel a pu travailler son imaginaire. Quand il va être à la guerre, on va voir une grosse silhouette se former avec de la fumée, ce qui fera forcément penser à Sauron. On va avoir beaucoup de conversations entre les personnages qui sont déjà très longues, et c'est des discussions, vous savez, on va vous placer un petit mot-clé par-ci par-là qui vont vous rappeler des éléments du Seigneur des Anneaux. Si vous êtes fan de l'univers, ça va peut-être vous interpeller, vous parler. Par contre, c'est vrai que si vous ne connaissez absolument rien de
de la Terre du Milieu, je ne vois pas en quoi ce film peut vous intéresser. C'est un biopic qui est très fade, qui est très lent, où il ne se passe pas grand chose. Et c'est là pour moi le plus gros problème du film, et qui vient tout de suite vraiment de son concept. Le métrage ne sait pas vraiment à qui il est destiné, et je pense qu'il y a peu de personnes qui s'y retrouveront. Et il se passe rien, il se passe pas grand chose. Ce que t'apprends vraiment dans le film, c'est qu'il a un attrait pour les langues et pour la création de langues, et qu'il a été à la guerre, et même ça, la partie guerre dans le film, elle est vraiment très sous-exploitée. T'as même plus l'impression que c'est là pour te rappeler certaines images du Seigneur des Anneaux, plutôt que pour te raconter que ça a servi à créer tout cet univers. Et sinon, on va passer plus de temps à travailler la relation entre Tolkien et sa copine, dont on se serait bien passé aussi, parce que bon, encore une fois, c'est pas vraiment ce qu'on avait envie de voir. Et pour ne pas ranger le tout, Nicolas Hoult est assez mono-expressif aussi. Ça fait un peu chier parce qu'au vu du titre du projet, ce Tolkien, avec en plus un acteur mais vraiment plus que prometteur, on pouvait s'attendre à voir quelque chose d'intéressant, et au final c'est pas vraiment le cas. Et pour tout vous dire, vu que Nicolas Hoult était en ballottage avec Robert Pattinson pour le rôle de futur Batman, j'ai plutôt même passé tout le film à le regarder en me demandant est-ce que ça aurait fait un bon Bruce Wayne. Mais si vraiment c'est la chose qui m'a le plus interpellé du film et qui m'a le plus travaillé, ça en dit quand même long sur le côté vraiment chiant du film. Tolkien, et c'est bien dommage, est un film vraiment très peu intéressant. C'est un film qui n'avait pas une bonne ligne directive, qui ne nous a pas raconté ce qu'il y avait de plus intéressant sur l'auteur. Et bon, c'est pas vraiment surprenant, on a bien vu que la campagne de communication s'était un petit peu adoucie ces derniers mois, comme si on savait déjà que ça allait pas être un film qui allait faire beaucoup de bruit, et en plus de ça, la famille de Tolkien n'a pas approuvé le film. Enfin bon, voilà, au niveau de sa direction, c'était certainement pas là qu'il fallait aller. Ça en est tout pour cette double critique, j'espère que la vidéo vous a plu. Comme d'habitude, je vous invite à liker la vidéo si vous êtes d'accord avec les critiques, à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de ces deux films. Et le rythme des vidéos s'est un petit peu allégé dernièrement parce que entre la chaleur et mes travaux, c'est un petit peu compliqué. Mais on va se retrouver la semaine prochaine pour parler de Toy Story 4. Et en attendant, d'ici là, je vous dis à très vite.